le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours d'absence pour l'arrivée de mon nouveau fils, Erlich Daniel Dorelas. Bienvenue dans ce monde. Bonsoir Janelle, bonsoir Robert, bonsoir Smith, Jean-Julien, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel, le duo, Janelle François Smith, Jean-Julien. Et tout de suite, voici les informations. Plus de 3,5 millions de réfugiés ukrainiens, en majorité des femmes et des enfants. L'Europe n'avait pas connu ce flot si rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Voici un reportage signé Euronews. Après bientôt un mois de guerre, plus de 3,5 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine, selon le dernier décompte publié ce mardi par les Nations Unies. L'Europe n'avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Natalia vient de la ville de Mykolaiv. Nous avons fui quand ils ont commencé à bombarder, dit-elle. Des roquettes ont explosé à 500 mètres de chez nous. C'était très effrayant. C'est pourquoi nous avons décidé de quitter notre maison. Mon mari est resté là-bas. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié des réfugiés ukrainiens, soit plus de 2 millions de personnes. Elle est suivie de très loin par la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. La Russie, de son côté, a recensé plus de 250 000 personnes. Les pays de l'Europe de l'Ouest sont également concernés. Au dernier décompte, l'Allemagne comptait près de 180 000 réfugiés, la France 20 000, des chiffres qui vont continuer à augmenter. Face à un tel drame humain, le journaliste russe Dimitri Muratov, lauréat du dernier Nobel de la paix, a décidé de vendre sa médaille aux enchères et de reverser les bénéfices aux réfugiés ukrainiens. Dimitri Muratov est le rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta, l'incarnation d'une presse libre en voie de disparition en Russie. Les Russes appliquent partout leur stratégie de bombardement intense. C'est notamment le cas à Kherson. Pour les civils, c'est une tragédie qui continue. Après bientôt un mois de guerre, plus de 3,5 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine, selon le dernier décompte publié ce mardi par les Nations Unies. Voici un reportage signé France 24. Les tirs d'artillerie résonnent dans le ciel de Kherson. En riposte, une pluie de missiles aériens s'abat au loin. Les déflagrations cessent l'espace d'un instant. Lors de cette courte accalmie, ce minibus ukrainien entre en action. Sa mission, mettre à l'abri les dernières personnes qui vivent encore ici. Venez ici, venez vite, dépêchez-vous. Ces hommes, l'air hagard, laissent toute une vie derrière eux. De nouveaux bombardements retentissent. Une fois en sécurité, 7 Ukrainiens font en larmes. Des civils. Ils bombardent et tuent des civils. Ce sont des parasites. Ils n'ont pas d'honneur. Ils ne combattent pas contre des soldats, mais contre le peuple. Ils sont pires que des fascistes. À quelques kilomètres de là, Mykolaiv, où d'autres ont choisi de rester malgré les risques. Dans cet immeuble, Alexander Zadera a frôlé la mort en sauvant des flammes sa maman dans son appartement. Elle était là sur le lit. Un tiers de la pièce était en feu. Mon fils et moi l'avons sortie d'ici. On a eu beaucoup de chance. Pour se protéger des bombes, ces femmes choisissent de rester dans cet abri souterrain jour et nuit. Elles préfèrent vivre sous terre plutôt que de quitter la ville. Nous avons essayé de créer des conditions de vie plus ou moins normales ici. On se change les idées, on fait des crêpes, on apporte de la confiture, des boîtes de conserve. Et de toute façon, nous allons gagner. Un semblant d'optimisme que partagent ces quelques Ukrainiens. Ils ont décidé de rester chez eux jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Direction le Soudan. Le Soudan dément toute collaboration avec le groupe Wagner. Le chef de la diplomatie soudanaise a condamné les accusations formulées par 3 pays occidentaux. Voici un reportage signé Africa News.
Le chef de la diplomatie soudanaise a démenti mardi la présence supposée des paramilitaires russes de Wagner dans son pays, tout en qualifiant les accusations irrélatives d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures du Soudan. Lundi, en effet, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège ont accusé le Soudan de collusion avec le groupe russe Wagner. Pour les Occidentaux, ces paramilitaires se livrent à des activités illicites qui entravent les principes de l'état de droit au Soudan. Des enquêtes auraient mis en évidence la présence des paramilitaires de Wagner aux côtés des services de sécurité soudanais. Des investigations menées aussi bien à l'étranger qu'au Soudan. Revenons dans cette guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, le bras droit du président ukrainien Igor Oskovka, le chef adjoint du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a été sur LCI. Écoutons un extrait de sa déclaration. Chef adjoint du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonsoir, merci d'être avec nous d'abord. Thank you for being with us. Alors si on peut avoir la version française, c'est encore mieux. Nous avons ici présent le représentant du gouvernement français. Après-demain, votre président parlera devant le Parlement français. J'aimerais d'abord que vous disiez ce que représente la France pour vous. Volodymyr Zelensky a parlé devant le Parlement israélien, devant le Congrès américain. La France, après-demain, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Eh bien, pour nous, la France, c'est un ami, c'est un allié, c'est un pays qui est l'un des plus grands leaders de l'Union européenne. Et la France, avec les autres pays européens, est responsable de la sécurité européenne. C'est pourquoi nous pensons que la Russie sera extrêmement opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous comptons sur la France quand cela est possible pour faire ce qui est nécessaire pour nous venir en aide. Vous avez là le représentant du gouvernement français. Qu'est-ce que vous lui demandez au fond? Qu'est-ce que ce soir l'Ukraine, s'il fallait formuler une demande principale, demande à la France? Nous demanderions à la France d'être plus décidée dans les sanctions économiques. Il y a des sanctions qui sont en train d'être préparées, mais il est temps de parler d'un véritable embargo, notamment sur les ressources énergétiques venant de Russie. En ce qui concerne le pétrole et le gaz, c'est un problème complexe. Les sanctions nous aident. Les sanctions sont des outils économiques qui nous aident à combattre la Russie. Alors, écoutons la réponse de Clément Beaune. Vous demandez un embargo sur les matières premières. Clément Beaune. Bonsoir. Je veux d'abord saluer à travers vous l'immense courage du président Zelensky qui va en effet s'exprimer devant le Parlement français. C'est un geste fort en milieu de semaine. Sur les sanctions économiques, nous avons pris des sanctions majeures. La France a souvent d'ailleurs été en pointe en tant que présidence de l'Union européenne aujourd'hui. Nous n'excluons pas au contraire de renforcer encore ces sanctions économiques. Nous avons frappé à nouveau ces derniers jours certains secteurs, l'énergie, la sidérurgie, très important pour la Russie. Il y a de nouvelles sanctions qui sont en discussion encore cette semaine, qui pourraient être décidées dès la fin de semaine au sommet européen, après l'intervention du président Zelensky. Nous n'excluons rien. Rien n'est tabou, rien n'est interdit, y compris des mesures supplémentaires sur le pétrole ou sur le gaz. Je voulais simplement dire, pour qu'on soit très efficace et qu'on exerce la pression maximale, je crois que la question, ce n'est pas tellement un embargo de quelques semaines ou de quelques mois même. La question, c'est de supprimer notre dépendance au gaz et au pétrole russe, notamment au gaz russe. La France l'a beaucoup fait pour elle-même. Nous devons maintenant le faire, nous tous, les pays européens. Igor Zokva, la no-fly zone, le président Zelensky a répété cette demande encore ces dernières heures. Est-ce que vous demandez ça à la France? Est-ce que vous espérez que la France participe à une no-fly zone qui empêcherait les Russes de bombarder depuis le ciel de l'Ukraine?
Oui, nous demandons aux pays de l'OTAN de mettre en place une zone d'exclusion, au moins partielle, pour l'Ukraine. Par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine qui partage des frontières avec l'Europe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et nous demandons aux membres de l'OTAN de nous prodiguer de l'aide supplémentaire, notamment pour nos capacités aériennes. Tous les jours, toutes les nuits, notre territoire... Voilà, c'est un extrait de l'interview accordée à LCI du bras droit du président ukrainien, M. Igor Svoka, c'est le bras droit du président Zelensky, qui était sur LCI. Zoom sur la presse, que dit la presse sur l'invasion russe? Un spécialiste américain, Peter Zeman, analyste géopolitique américain, avait prédit cette guerre en avril 2017. Il a été sur I24 News. Écoutons un extrait. La Russie n'aura pas d'autres options que de rentrer en guerre en Ukraine en février 2022. Cette analyse date d'avril 2017. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de Peter Zeihan, analyste américain en géopolitique, et on retrouve tout de suite après l'homme qui avait prédit ces opérations russes en Ukraine. Pendant la période soviétique, la Russie contrôlait 9 portes d'entrée, mais après cette période, ils sont passés de 9 à 2. Maintenant, elle n'en contrôle que 2. 3 avec l'annexion de la Crimée, 5 des anciennes portes d'entrée sont à l'ouest. Et pour que la Russie reprenne ses accès, il ne faut pas seulement qu'elle prenne l'Ukraine, mais qu'elle prenne aussi l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la moitié de la Pologne, la moitié de la Roumanie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et comment cela va se faire? Il y a plusieurs possibilités et les Russes ont tous les outils pour le faire. Et les Russes ne voient aucune résistance significative. Les sanctions financières ne les atteignent pas et ne les feront pas se remettre en question. Et on vous retrouve donc, Peter Zeihan, depuis les montagnes du Colorado aux États-Unis. Vous êtes analyste en stratégie géopolitique. Première question, et j'imagine que vous êtes tout sauf devin ou magicien. Visiblement, ça vous fait sourire, ou même rire. Possédez-vous des pouvoirs que d'autres n'ont pas? Parce que vous êtes le seul à avoir annoncé que la Russie allait lancer ses opérations en février 2022. C'était de cela il y a 5 ans. Je ne dirais pas que je suis un magicien, mais ce qui est certain, c'est que je possède des outils que d'autres n'utilisent pas, notamment la géographie et la démographie. Nous avons toujours su que si les Russes arrivaient à survivre en tant que peuple, ils devraient recréer des liens avec les pays voisins qui avaient voulu les envahir avant, notamment l'Ukraine. Donc c'était certain que cela allait arriver. Et d'un point de vue démographique, on voyait bien que la population était en train de s'écrouler. Et 2022 était la dernière année où la Russie avait assez d'hommes pour remplir les rangs de son armée. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais. Et on a pu prévoir ça depuis quelques années. Et vous avez écrit et dit aussi que la Russie avait programmé ses opérations et en premier lieu, moins pour des raisons militaires, mais plus pour des raisons financières et surtout énergétiques. Ce qu'on va voir au cours des 3 prochains mois, c'est que le programme était d'utiliser l'énergie pour faire voler en éclats l'alliance de l'OTAN. Donc je pense que les Russes sont aussi étonnés que vous et moi quand ils voient à quel point les Européens sont soudés pour imposer des sanctions. Mais dans un futur proche, tous les gazoducs qui passent par la Biélorussie et l'Ukraine ne fonctionneront plus, soit parce que les Russes les auront détruits accidentellement, soit parce que les Ukrainiens les auront fait exploser. Et quand cela se produira, il ne restera que 2 gazoducs, celui qui passe sous la mer Baltique, le Nord Stream, et celui qui passe en dessous de la mer Noire, le Blue Stream. Ils arrivent directement en Allemagne et en Turquie. Ce qui veut dire que très bientôt, les Russes vont pouvoir aller à Berlin ou à Ankara et leur dire « Nous pouvons continuer à vous alimenter en énergie, mais vous seulement ». Et uniquement à condition que vous fassiez en sorte que l'OTAN ne puisse pas agir pour défendre l'Ukraine. Et je ne sais pas ce que l'Allemagne et la Turquie vont faire, mais c'est ce qu'il va se passer très bientôt. Ouais, en attendant, l'OTAN ne fait rien pour le moment. L'avenir nous le dira. Pour le moment, nous sommes encore au début du conflit. Cela fait seulement 3 semaines qu'il a commencé. Peter Zeihan, pour l'instant, le dollar est repassé en dessous de 100, mais vous avez dit en 2017 que le prix du baril pourrait atteindre 300 $. Est-ce que c'est encore réaliste? Parce que si c'est le cas, ça s'appelle clairement un 3e choc pétrolier.
Nous allons avoir un troisième choc pétrolier à l'échelle internationale. Ce qu'on voit pour le moment, c'est que les 2/3 des exportations de pétrole russe qui sont destinées aux pays occidentaux, via les mers Noires et Baltiques, ont commencé à déserter le marché. En effet, les compagnies d'assurance vont refuser d'assurer les navires qui iront chercher le pétrole, le personnel des ports européens refusera de le charger et les capitaines refuseront de l'acheminer. Donc aujourd'hui, ce sont déjà 3 millions de barils par jour qui ne circulent plus. Et au fur et à mesure que le conflit va se poursuivre, ce sont les pipelines tout entiers qui vont arrêter de fonctionner. Et dans cette configuration-là, nous devrions nous estimer heureux que le prix du baril de pétrole soit de $170 seulement, parce qu'il me semble que $200 est un tarif plus réaliste. Et quand nous en serons là, le président Joe Biden pourra arrêter les exportations américaines de pétrole brut. Quand cela arrivera, le monde n'aura plus accès au pétrole russe et américain en même temps. En Amérique du Nord, le prix de l'énergie est d'environ $70, mais dans le reste du monde, il ne redescendra plus jamais en dessous de $150. Et maintenant, alors que nous essayons de nous adapter aux nouvelles normes, je crois que $300 est un prix raisonnable. C'était Peter Zeman, analyste géopolitique américain, sur I24 News. Il avait prédit la guerre en Ukraine en avril 2017. C'est la fin de cette page internationale. Merci d'avoir été des nôtres pour présenter cette page. Erlich Dorelas depuis la Newsroom à Boston, la capitale des grandes universités du monde. Production EdProd, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Spédition Julien. Et oui, l'équipe pour ce grand journal. Passez un excellent mardi. Température pour aujourd'hui. Boston, il y a du soleil qui est à son zénith aujourd'hui, mais il fait un froid sur Boston. Même quand c'est 50 degrés Fahrenheit, il y a un petit vent qui souffle. À Boston, 50 degrés Fahrenheit, ça donne 10 degrés Celsius à Jacmel. 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir, passez un excellent mardi. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.